19 heures dans les locaux de ESAE TV. Bonsoir à toutes et à tous, les titres du journal. Jules Léandre Kitty, porte-parole de l'UDBN, entendait Union démocratique pour un Bénin nouveau, est l'invité de ce 19 heures. Il va se prononcer sur le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives de son parti politique. L'ex-député Désiré Vaudonou et deux autres complices ont été déposés en prison après leur présentation au procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Ces derniers ont été arrêtés pour accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux. Des précisions dans ce 19 heures. La 5e édition des Success Story Awards a consacré la gestion managériale du cabinet Vital International à Claude Ghislaine Fagbohon du COUS AC le samedi dernier. Une deuxième distinction reçue par la DECOUS pour le compte de cette année 2022. Le film de la cérémonie dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce 19h reçoit Jules Léandre Kitty. Il est le porte-parole du parti politique UDBN, entendez Union démocratique pour un Bénin nouveau. Avec lui, on parlera du dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives de janvier 2023. Bonsoir à vous, Léandre Kitty. Bonsoir, madame la journaliste, et bonsoir à tous les amis internautes de ESAE TV. Alors, le mercredi 2 novembre 2022, la Commission électorale nationale autonome Sénat a enregistré 8 partis politiques qui ont déposé leur dossier de candidature pour le compte des élections législatives de 2023. Parmi ces partis politiques, on compte l'UDBN. Selon vous, Jules Léandre Kitty, dites-nous un peu les observations que vous avez faites le jour J des dépôts. Merci, c'est déjà heureux et c'est notre sentiment de savoir que l'UDBN comptait parmi les partis politiques qui ont pu déposer leur dossier dans le délai. Et lorsque nous sommes arrivés à la Sénat, j'ai eu le bonheur de faire partie de cette délégation-là qui a déposé les dossiers. Une délégation conduite par le président délégué du parti, le bâtonnier Cyril Yaoui-Dikui. Alors, la procédure a été suivie comme tous les autres partis politiques et pour l'essentiel, les dossiers étaient là. Quelques observations, c'est quelques pièces qui manquaient dans certains dossiers, notamment les quitus fiscaux. Quelques quitus fiscaux, vous connaissez très bien les tracasseries liées à ça. Mais puisque la loi permet que ça puisse être complété, et voilà, on a eu ces observations liées à la complétude, et je pense que à cette étape de complétude-là, on a pu passer, si je dois l'appeler un examen, on a pu le passer avec succès. La preuve, nous avons eu le récépissé provisoire, et après, donc, c'est quelques dossiers qui manquent de quelques pièces. Nous sommes mis en même temps à rassembler ces pièces pour les satisfaire. Sinon, le maximum de pièces demandées dans les dossiers, on a pu les avoir. Voilà.
Ok, parlons toujours des différentes pièces que constituent ces dossiers. Dites-nous un peu, pouvez-vous peut-être nous libeller les différents types de dossiers et est-ce que vous avez satisfait aux exigences de la Sénat? Oui, ce que veut la Sénat à cette étape, c'est déjà que vous puissiez, chaque parti politique puisse déposer les 109 dossiers x2, donc 109 titulaires et 109 suppléants. Okay. Et cette fois-ci, la précision, elle est de taille également, de savoir qu'il faut donc au moins la liste, il faut qu'on ait la liste exclusivement féminine aussi. Okay. Donc, quand vous prenez chaque circonscription électorale, le nombre de sièges que vous avez les listes ordinaires où on peut avoir hommes et femmes et tout, mais vous avez la liste exclusivement féminine où vous avez une femme titulaire, vous avez une femme suppléante. Ça, c'est une obligation au terme de notre constitution révisée. Donc, et tout l'arsenal juridique qui gouverne les opérations électorales dans notre pays aujourd'hui renforce donc ce facteur-là. Et notre parti, l'UDBN, a pu satisfaire ces exigences-là de la loi. Et la Sénat l'a constaté. Et donc, la Sénat a déclaré à bon droit que l'UDBN était éligible à l'obtention du récépissé provisoire, ce que nous avons eu. Ok. Alors, dites-nous de façon précise, quelles sont les statistiques concernant le positionnement des femmes sur votre liste électorale? Mais vous pouvez être déjà, je ne vous donnerai pas de chiffres exacts maintenant. Pourquoi? D'abord, c'était déjà d'office les listes féminines dans les 24 circonscriptions électorales. Oui. Donc, mais après, l'UDBN a, comme à son habitude, travaillé à positionner beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes. Et et ça vous aurez l'occasion de le constater, lorsque l'UDBN veut positionner les femmes, c'est que l'UDBN les positionne à des niveaux où on sent que donc on leur donne suffisamment de chances d'être élus. Parce que l'UDBN va aux élections pour gagner et lorsque nous allons gagner ces élections-là, eh bien, il faut que, puisque les sièges sont à partager, il faut avoir l'humilité de dire que c'est pas évident que nous puissions arracher tous les sièges dans toutes les circonscriptions électorales. Et donc, il faut bien positionner les femmes, il suffit pas de les déposer sur les listes à n'importe quel niveau. Et donc, en plus des listes exclusivement féminines au niveau de toutes les circonscriptions électorales, oui. Eh bien, l'UDBN a fait l'effort, comme à son habitude, pour coller quand même à ces principes, à ces valeurs qui sont basées sur la promotion de la femme et des jeunes dans l'espace public et politique. Et vous allez voir beaucoup de femmes tête de liste. Pour parler plus concret, au niveau de la liste de l'UDBN, et parce que nous voulons continuer à mériter tout le bien qu'on pense de nous dans ce domaine-là, dans ce pays, l'UDBN, lorsque nous étions allés aux élections communales, beaucoup l'ont certainement oublié. L'UDBN a été célébré et primé comme le meilleur parti politique ayant positionné suffisamment plus de femmes oui. Et à des niveaux assez intéressant. Et ça, c'est des consortia d'ONG béninoises et internationales, qui se sont mis ensemble pour faire chiffre à l'appui ce calcul-là, et on a été régulièrement distingué comme tel. Et puis, pour tout vous dire, ce serait quand même étonnant que le seul parti politique dont l'icône se trouve être une femme, la présidente Claudine Afiali Prudencio, et par rapport à qui il n'y a plus de débat à faire en termes de son attachement à la promotion du leadership féminin et son attachement donc à la promotion des jeunes aussi. Et donc de ce point de vue, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous allez voir beaucoup de femmes positionnées à de bons niveaux. Vous allez voir beaucoup de jeunes
D'accord? Et vous aurez la belle surprise également de voir beaucoup de leaders bien connus, d'accord, qui, dans certaines régions, peuvent vous donner donc le sentiment que, voilà, presque l'assurance que l'UDBN ne va pas au rendez-vous électoral du 8 janvier pour aller vendre de la moutarde. Non, on ne sera pas là, en figurant. On y va pour être compté parmi les gagnants. Parmi les gagnants. Alors, dans vos propos tout à l'heure, j'ai retenu que vous avez dit qu'il faut positionner bien les femmes et il ne faut pas les positionner n'importe comment. Alors, dites-nous, quelles sont les forces en présence favorables au succès de l'UDBN? Alors, l'UDBN fait d'abord le point des forces en présence sur l'espace dans le landerneau politique aujourd'hui qui vont compétir. Il y a déjà 8 partis politiques qui ont pu déposer les dossiers, donc passer l'étape de présélection, je veux dire. Et donc, nous connaissons ceux qui sont nos adversaires. Les adversaires. On les connaît. Bon, il y en a, je ne minimise personne. Mais le parcours de l'UDBN est connu, l'expérience de l'UDBN est connue et les personnalités qui animent l'UDBN, leur parcours, leur expérience et puis la vague de jeunes et de femmes, de personnalités, de mouvements et de partis qui rejoignent l'UDBN et qui continuent de rejoindre l'UDBN, nous donne quand même le sentiment et presque l'assurance que nous allons faire très mal. Nous ne minimisons pas nos adversaires, mais le match va être rude et nous partons avec les chances de pouvoir nous en sortir, de pouvoir faire un très bon score et de pouvoir renverser un peu la tendance, de pouvoir changer l'ordre des choses. Nous allons bousculer les pronostics. Donc, il n'y aura plus pour un parti politique cette facilité de dire ben c'est gagné d'avance. Non. Et ce que vous considérez ou que une France de l'opinion considère comme les mastodontes, allez poser la question aux responsables et aux leaders de ces partis politiques. Ils vous diront s'ils veulent être sincères. Et c'est pourquoi je vous conseille de les interroger aussi bien devant vos caméras qu'en off. Et vous allez voir, tout au moins vous avez la chance en off pour qu'ils vous disent la vérité. Ils vous diront non, il ne faut pas considérer l'UDBN comme un outsider, il ne faut pas considérer l'UDBN comme un loser, il faut prendre la présence de l'UDBN comme une équipe redoutable, une équipe surtout constituée de femmes et d'hommes, de jeunes, qui ont le moral complètement dopé, qui ont la hargne de la victoire, qui ne résistent devant aucun effort, pour qui aucun sacrifice ne sera de trop pour pouvoir remporter cette victoire au soir du 8 janvier. Parce que nous, l'éducation politique que nous recevons au niveau de l'UDBN nous donne à savoir, à retenir et dans nos tripes que quand vous allez à une compétition, il faut y aller avec toutes les forces que nous avons et toutes les forces dans le respect strict des lois. Et donc, nous faisons l'analyse circonscription par circonscription. Nous voyons les forces des autres partis politiques, leurs faiblesses également. Mais c'est parfaitement comme quand, dans les compétitions sportives, vous avez un match assez important, vous préparez, vous gardez vos stratégies, vos tactiques pour vous. Vous avez vos jokers, vos titulaires au niveau des différents postes, des compartiments sur l'aire de jeu, et vous les préparez à fond. Et maintenant, vous regardez les autres équipes, vous regardez, pourquoi pas, les matchs qu'ils ont déjà joués, et puis vous connaissez par où vous faites vos relances, et puis vous gagnez. Je parle un peu comme des commentateurs sportifs, mais bref, c'est pour dire que
nous avons la capacité de gagner. Nous avons travaillé à renforcer, à sophistiquer, à raffiner ces capacités-là au niveau de l'UDBN. Et c'est pourquoi, depuis quelques mois, quelques semaines, vous devez avoir constaté que l'UDBN ne fait pas beaucoup de tapage. Alors, vous voyez, à des moments donnés, il faut se concentrer sur le travail de fourmi, d'accord ? Et après les tractations pour faire de bons positionnements, ensuite la constitution des dossiers, parce qu'aller à une élection, c'est pouvoir être en règle par rapport à tout ça, être présent à la compétition pour pouvoir démontrer de quoi on est capable. Et puis, vous constatez que, bon, les chapelles adversaires à l'UDBN, de plus en plus, ne trouvent de refuge que dans la guerre psychologique, c'est-à-dire faire croire aux militants, à l'opinion que, bon, ben, est-ce que l'UDBN va avoir les 10%? Est-ce que l'UDBN va faire mieux que son score au communal, sur lequel les gens font de la fixation, comme si, à un moment précis, lorsque les institutions en charge d'organisation des élections créditent un parti politique d'un score dans un contexte donné, c'est comme si on oublie tous les facteurs qui peuvent concourir à ça. Et on pense qu'on peut évaluer la force, la puissance politique de ce parti rien qu'à l'aune de ces chiffres-là. Que ceux qui s'accrochent à ces chiffres-là continuent de le faire. Nous, ça nous arrange. Si ça peut bien les distraire, ça peut leur donner l'impression que, bon, voilà, ils sont sur un boulevard et qu'il n'y a rien devant. Le maïs, qui est le symbole de l'UDBN, eh bien, c'est vrai, le maïs, on peut le moudre, hein, mais le maïs de l'UDBN n'est pas à moudre par n'importe quel moulin. Et le moulin pour le moudre, pour donner à manger aux Béninois et aux Béninoises, c'est l'UDBN qui le détient encore. Et donc, la transformation va se faire et au soir du 8 janvier, vous allez voir que l'UDBN va être compté parmi les partis politiques qui ont levé des sièges à l'Assemblée nationale pour le compte de cette 9e législature qui est hautement stratégique. Et quand vous suivez mon regard, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Tout à fait. Alors, avant-dernière question, dites-nous, en tant que porte-parole de l'UDBN, êtes-vous sûr d'atteindre les 10% nécessaires pour les élections? Ben, je vous ferai même un procès si avant de partir d'ici, vous ne me posiez pas cette question. Bon, c'est pas grave, je vous réponds à cette question. Ce sont certaines personnes dans l'opinion qui seront d'accord avec vous pour dire, ben, elle lui a posé quand même cette question. Je vous répète, les 10%, vous voyez, l'UDBN, c'est l'effort qu'il doit faire, le parti, pour atteindre ces 10%. 10%, c'est l'effort de chaque coordination, de chaque candidat, de chaque groupe de candidats, dans chaque circonscription électorale. Donc, pour aller au 24, c'est l'effort conjugué qui donne ces 10% et plus. Nous ne sommes pas dans le schéma d'être juste au-dessus des 10% pour quand même dire, comme à l'école, j'ai quand même eu la moyenne. Non. Nous ambitionnons d'aller très loin, d'aller loin des 10%. Et c'est possible. C'est même sûr pour nous. La seule condition, c'est que nous ne laissions aucune parcelle, d'accord, à l'adversaire pour qu'il jubile, pour qu'il joue comme s'il n'a pas d'adversaire. On va marquer les gens à la culotte. Nous avons notre offre politique. Et le contexte aujourd'hui, quand nous regardons nos adversaires, nous savons que le peuple électeur va nous écouter. Il nous écoute et nous savons comment nous allons travailler à veiller à ce que la réalité, la vérité
de la puissance électorale de l'UDBN, de la puissance politique de l'UDBN puisse se révéler. Je dis la réalité et la vérité de la puissance électorale, de la puissance politique de l'UDBN, ça va se réaliser, ça va se révéler au soir du 8 janvier. Que Dieu nous prête vie. Amen. Et que nous soyons là, et vous allez le constater. Parce que pendant que nous étions en train de travailler au niveau de l'état-major à régler les questions, les urgences, les diligences liées donc au dossier, il y a un travail de fourmi qui continue dans chaque circonscription électorale, dans chaque département, dans chaque commune, dans chaque arrondissement et dans les cellules de villages et quartiers de ville. Parce que la compétition de janvier 2023, elle est complètement déterminante pour toutes les formations politiques. Et l'UDBN a la particularité heureuse d'être dans cette homogénéité, d'accord, qui permet de pouvoir transcender facilement un certain nombre de questions et de pouvoir rallier des personnes qui se disaient encore, est-ce que l'UDBN y sera? Beaucoup se sont posé cette question pendant longtemps, mais bon, voilà, vous avez vu de la voix la plus autorisée l'annonce qui a été faite. Après, je pense que ceux qui en doutaient encore sont convaincus maintenant que l'UDBN ne peut pas avoir déposé des dossiers à la Sénat s'il ne veut pas aller aux élections. Mais ce qui est extraordinaire dans ce pays, et je voudrais vraiment que l'opinion nationale le retienne, et je souhaite que les militants et militantes de l'UDBN, les sympathisants aussi, parce qu'ils sont très très nombreux. Vous avez des Béninois qui vous disent, mais moi, naturellement, j'aime votre parti politique, j'aime le label que vous représentez. Il faut qu'on en construise, on en fasse quelque chose de très maos, parce que, et vous portez très bien votre nom de parti de l'avenir, c'est-à-dire qu'un parti qui gagne aujourd'hui, mais qui, sur la durée, continue de se renforcer pour faire des choses, des triomphes plus grands que ça. Et donc, nous sommes convaincus et nous travaillons. Mais malheureusement, vous avez des gens qui, avec tout ce que je viens de vous dire là, vous entendrez encore des gens dire dans certaines contrées du Bénin à des populations, ben écoutez, l'UDBN, non. Comme si la barre des 10%, elle est... C'est comme si c'est le mur de Jéricho. Et alors qu'ils ont oublié que même le mur de Jéricho, il a suffi que la puissance de la prière, du cri des enfants de Dieu soit assez renforcée, dosée, pour que le mur de Jéricho puisse tomber. Et donc, tous ceux qui vont se présenter comme des murs de Jéricho devant l'UDBN dans cette compétition verront le mur plus que de tomber, s'écrouler simplement. Et pour nous, le boulevard va être ouvert. Et j'insiste sur le fait que ce ne sont pas des propos de quelqu'un qui juste veut dire mon parti. Bon, on dit souvent, chacun prêche pour sa paroisse. Mais vous voyez, vous pouvez prêcher pour votre paroisse sans être dans le travail réel. Mais à l'UDBN, je peux vous faire la confidence que ces annonces que je fais, et aussi parce qu'à un moment donné, l'insistance au niveau des médias qui ont soif d'entendre l'UDBN également était telle que il fallait parler. Sinon, je vous dis, il y a un travail de fourmi qui se fait. Le résultat sera là. On ne va pas en dire plus pour que nous soyons taxés d'être en train de faire de la flagonnerie ou de faire des annonces utopiques. Le 8 janvier, c'est très proche. Oui. Ça veut dire que je pourrais revenir ici avec beaucoup de bonheur de vous avoir m'interrogé et je vous dirai, je vais réclamer en ce moment, au prix même du non-respect de vos règles déontologiques, je vais vous demander de m'applaudir. Plaise au ciel. Alors, dernière question, quelle est la situation aujourd'hui avec le parti UDBN? La situation avec le parti UDBN, vous savez que le parti, aussitôt donc sorti d'un mariage difficile et malheureux, et nous avons eu suffisamment le temps d'en évoquer les motifs, ce divorce,
Et il y avait le challenge de la préparation des législatives en même temps. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, nous avons utilisé le peu de temps que nous avions pour donc remobiliser nos troupes, pour nous remettre en selle. Et très rapidement, nous avons ouvert la brèche à beaucoup de personnalités, de beaucoup de mouvements, d'associations, beaucoup d'autres partis qui voulaient donc adhérer à l'UDBN. Vous avez vu beaucoup de déclarations d'adhésion de divers niveaux, dans diverses localités, de diverses intensités. Et vous avez pu identifier quand même quelques personnalités, quelques groupes. Et il y en a encore dans beaucoup d'autres régions du pays pour lesquelles nous avons fait l'option stratégique, donc d'attendre que bon, voilà, tout soit réglé au niveau de la Sénat. Et quand c'est réglé, vous allez voir, ça va se soulever partout dans le pays. Donc, l'UDBN se porte bien, mais nous avons l'humilité de dire que, étant donné que notre credo, c'est d'avoir l'esprit de gagneur, au-delà du gagnant, d'avoir l'esprit de gagneur, eh bien, nous travaillons à grossir davantage, à étendre nos tentacules un peu partout, à remobiliser nos troupes un peu partout, à les grossir, à parler. C'est ce que les militants à la base, les coordinations font, à parler aux autres électeurs béninois. Vous savez, l'électeur béninois, tant que vous savez lui parler, tant que ce que vous lui proposez, il constate que vous savez vraiment de quoi il a besoin, vous savez préciser, et que votre parcours et les solutions que vous proposez montrent de la sincérité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la démagogie où vous proposez vous promettez des choses qui ne relèvent même pas des prérogatives d'un député, puisque nous allons aux élections législatives. Et lorsque votre parcours, des choses que vous avez déjà eu à faire, parlent en votre nom, et lorsque vous mettez de la considération pour les populations, elles vous écoutent. Et quand elles vous écoutent, elles veulent, comme le président Patrice Talon l'a insufflé dans sa vision, elles veulent que la politique se mette au service du développement. Parce que pendant trop longtemps, on a pensé que faire la politique, c'est à part. Produire le développement du pays, c'est à part. Non. Si la politique doit se faire pour que ça n'apporte rien au développement du pays, autant ne pas la faire. Et donc, il faut faire la politique, et il faut faire des offres politiques qui permettent d'éclairer la lanterne des Béninois, de les informer de ce que le gouvernement est en train de faire, de les outiller pour contribuer à la réflexion, d'être des forces de proposition pour améliorer la gouvernance, et en même temps alerter aussi les gouvernants sur des choses qui peuvent être bien faites au profit et dans l'intérêt des populations. Lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, je pense que vous ne pouvez pas avoir du mal à avoir l'adhésion de ce peuple. Et nous savons qu'il y a beaucoup de Béninois qui sont déçus de la manière dont ils sont gérés au sein des formations politiques. La manière dont, comme quelqu'un l'a écrit, dans une chronique que j'ai lue aujourd'hui, intitulée « Les briseurs de rêves ». Vous avez l'ambition de participer à l'animation de la vie publique et politique dans votre pays, mais vous avez des gens qui vous découragent de par leur comportement, comme si la politique c'est seulement pour eux. À l'UDBN, nous disons, c'est l'espace d'épanouissement des jeunes et des femmes pour leur évolution en politique. Merci à vous, Jules Léandre Kitty. Merci pour votre disponibilité. Nous voici à la fin de l'invité de ce soir. Merci aux internautes. On poursuit pour l'information de ce soir.
À nouveau, bonsoir. La Commission électorale nationale autonome Sénat a enregistré 8 listes de candidatures aux élections législatives du 8 janvier 2023. C'était le mercredi 2 novembre 2022. Il s'agit des partis politiques tels que la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, l'Union progressiste Le Renouveau UPR, le Bloc républicain BR, le Mouvement populaire de libération MPL, les démocrates, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin et la nouvelle force nationale NFN. En plus des autres pièces, une quittance de versement du cautionnement au trésor public figure dans les dossiers de chaque candidat. Au nombre des pièces constitutives des dossiers figure la quittance de versement du cautionnement au trésor public. Selon l'article 41 du Code électoral, tout candidat titulaire doit payer une quittance de 1,5 million de francs CFA représentant le cautionnement. Les candidats en lice ont versé au total au trésor public un montant de 1,308 milliard de francs CFA. Toujours dans le même registre, les artisans de la 16e circonscription électorale se sont réjouis du positionnement de l'un de leurs sur la liste du Bloc républicain BR pour les législatives de janvier 2023. Lors d'une rencontre ce dimanche 6 novembre 2022, ils ont exprimé leur reconnaissance à Edouard Tchakwe pour son leadership et pour avoir concrétisé leurs rêves. Suivez plutôt. Monsieur Tchakwe, aujourd'hui, sachez que vous êtes différent des autres politiciens qui nous avaient côtoyés. Si je ne m'abuse, vous êtes à l'image de notre président de la République parce que quand il dit, il le fait. Quand il dit, il le fait. Vous l'avez dit, vous l'aviez dit. Nous n'avions pas cru, vous l'avez fait. On vous en remercie et c'est Dieu qui va vous remercier. Vous allez réitérer notre remerciement à, premièrement, le ministre Seydou Adambi et aux grandes personnalités, surtout le secrétaire général du parti Bloc républicain. Qu'ils en soient remerciés. C'est la première fois, je vous le dis. C'est vrai, c'est la première fois qu'un politicien est venu nous voir en tant qu'artisan et considérer que nous sommes des bras valides. Chez moi, mon remerciement va directement vers M. Tchakwe. Si moi je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui et par ma soeur, Madame Sekloka. Je ne vais pas dire que je suis surprise ce soir-là d'entendre M. Guédou d'être sur la liste. Et je ne doute pas de l'honnêteté, du dynamisme de celui qui nous a représentés sur la liste. Je nomme M. Guédou Omer. Je ne doute pas de son honnêteté. Je sais qu'il va nous représenter valablement. Vraiment, si je vais beaucoup parler, je vais pleurer parce que je suis ému positivement. Ifi mewe no yina. Mede ka chali no rabo hasanu. Di doton. Podo wi waton ko. Ena mon nous de ilo artisans, agbon de artisans les do. Ena mon. Aussi fini nan dogbe nous konto be ton les bi. Bokaro bio yewe badandin. Do azode monsieur Tchakwe wa. Bon, mi a refusé gbedin, badan dion. Et ni tekpon, bo tourni, do mi de artisan le, mi ko tumbo na wa zoton bo az, ena dok beton. Amon beton ni non po. Gbedion, kweda ko imbo mi no dudwe, mais artisan le, kodo gamin ton sisi jeha Dr. Tchakwe ko. Nous docteur Tchakwe, nous famille Tchakwe, on a le que vidéo vieux, qu'on a besoin aussi. Donc, d'agbédé, qu'on a sin do, sin togbo togbo le nous.
e jen kplo kan gbalo kanu e kaka je igbe e vivimbo artisan gbe ti do list di e vivinu nye tambo ni mi wa do fi egbedin bo e doje artisan do list di o nde wa yin bo e jero to mi to mo pon bo e ka wa je do we mi tonu bo ninu mo nkan ton ka wa je o mi na dokunu merci si mi ton gan mi ton monsieur Chakpe do we nde wa po ho ni opo mi me de budi do nde do e de o nu ona yin nu jonu kaka bona hemi je fi de mi de dion metidia. En reconnaissance de tout le soutien dont ils bénéficient de sa part, les artisans, à travers la voix de leur leader, Omer Guédou, déclarent Dr Chakpe Edouard, membre de même rang de leur association. D'entrée de jeu, je voudrais demander à tous les collègues artisans ici présents d'applaudir pour Dr Chakpe. Je me rappelle quelques semaines où Dr Chakpe nous rencontrait, discutait avec les artisans, nous donnait des conseils, nous accompagnait financièrement. Vous vous rappelez tous. Je me demande si ce que Dr Chakpe nous disait était une vérité. C'est pourquoi nous devons dès aujourd'hui dire à Dr Chakpe qui fait partie de l'artisanat dès aujourd'hui. Il est artisan parce que nous ne connaissons personne à part de Dr Chakpe. Les artisans ne connaissent personne dans la politique à part Dr Chakpe. Et si aujourd'hui un artisan sur la liste BR est à quel positionnement, notre reconnaissance d'abord c'est à l'endroit de Dr Chakpe. C'est vrai que les dirigeants du parti sont là. Mais sans Dr Chakpe, nous ne serons pas BR. Nous pouvons vous dire aujourd'hui que le nombre d'artisans qui sont faits enregistrer sur le livre d'ordre du BR, c'est incontable. Et le professeur, le docteur continue de faire adhérer les artisans. Grâce à nous, il continue de faire adhérer les artisans. Je voudrais remercier les ténors, les grands responsables du BR. Puisque nous venons d'arriver, nous ne maîtrisons pas encore les grands responsables. C'est grâce au docteur Chakpe que nous allons rentrer dans la maison. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux. Et ils vont aussi prier pour nous pour que le 8 janvier, ils puissent apprécier ce que l'artisanat a pu faire dans la 16e circonscription électorale. Le président de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, Joseph Fifame Djogbenou, a rencontré les vendeurs d'essence Toffin le samedi 5 novembre 2022 dans un espace de la place. Cette rencontre d'échange en présence de plusieurs personnalités du parti a permis aux Toffins d'exprimer leurs aspirations. Reportage Aneldo. Une délégation de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, avec à sa tête son président Joseph Fifame Djogbenou, a rencontré les vendeurs d'essence Toffin. Initiative du conseiller municipal de Cotonou, Zaché Zoumfa, cette rencontre d'échange a permis aux deux parties de discuter des mesures pour l'amélioration des conditions de vie de ses usagers. Conscients et mesurant l'enjeu à l'approche des élections, ces vendeurs d'essence ont profité pour exprimer leur désir d'appartenir à l'UPR. Au gbele si nous connaissons UP le renouveau là. Au gbelo juromi. Mi do gbelo mena no po ipo. Ambe do zoni de izin do no gbelo me. Ndo po mi po. Mi magado gbe na to po una yigba. Mi an no gbe me. Una gbe ngodu gbe gan. Vivi le do gbelo mele. Ye mana mi lo sun le ga. Do mi do didin lo. Na ye gi mi do kutonu boti to e don de pepe lo ye no yiro mi de me do mi ma hwe. Admiratif devant cette ferveur, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Djogbenou, a rappelé à l'Assemblée l'importance de faire un bon choix aux législatives et a proposé un partenariat au Toffin. Egbedion, mi me bien gosin fide ou. Mi gosin so ava ou. Mi gosin agege ou.
mi gosi fidèle ou so kudo ne we kana no bon ne we mi na blogon bon nous honkan miton nous mi non sembel au finele so ina do debu ti bon mi na do mi dele yinwe mon coton bona level susuwe nous cambio mewe nous enele e karokin cambio mewe mais non tonu mais non do toho et ouais non na tementon et nous de na blogon e gbe ko soko mais enele non blo fite mais enele ko gosi et non gosi somi lebe nous ero mi wa mi tu fie mi hweo mi desu mi katu nous y voulons le partenariat au Minablo. Nous y c'est un partenariat. Nous allons nous tenir la main. Ce n'est pas le partenariat d'un jour. Le partenariat, ce n'est pas de gagner les élections de 2023. Les élections de 2023, c'est un véhicule qui va nous conduire là où vous souhaitez pour améliorer les conditions de vie, pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer les conditions santé, pour améliorer ce qui est déjà en train d'être amélioré, pour l'améliorer davantage, pour prendre en compte les groupes homogènes qui sont ici. Politiquement, nous devrons prendre ça en compte. Les vendeurs d'essence ont accepté la proposition du président de l'UPR qu'ils entendent accompagner fortement aux législatives de janvier 2023. Autre information dans cette édition, l'ex-député Désiré Vodonou, un arqueur sénégalais et un banquier béninois sont déposés en prison depuis le vendredi 4 novembre 2022. Ceci à la suite de leur présentation au procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux. Selon les informations, l'ex-député a sollicité les services d'un arqueur ivoirien pour le hacking de la banque. Leur plan consistait à accéder frauduleusement au serveur central de la banque, ce qui devrait permettre de sortir entre 2,5 et 3 milliards de francs CFA des comptes de la banque. Le plan fut découvert lorsque le banquier et le chef d'agence complice a sollicité les services de l'informaticien de la banque moyennant une rémunération une fois l'opération réussie. L'informaticien informa les responsables de la banque, d'où les mis en cause ont été arrêtés. Pour l'heure, la date de leur audience n'est pas encore connue. Pour rappel, l'homme d'affaires et ancien député Désiré Vodonou est sorti de prison en 2014 après 3 ans de détention à la prison civile de Cotonou pour escroquerie dans une affaire de vente de 980 kg d'or. L'ex-maire de la commune d'Abomey-Calavi, le colonel Patrice Roussou-Guédé, a démissionné le mercredi 2 novembre 2022 du conseil communal d'Abomey-Calavi. Pour le remplacer, le patriarche a recommandé le jeune Arsène Yaovi au conseil municipal afin de poursuivre le mandat du conseiller communal qui prend fin en 2026. Selon les informations, ce dernier devait être positionné candidat aux législatives de la 6e circonscription électorale, laquelle circonscription compte les communes d'Abomey-Calavi, Zé et Soava. Arsène Yaovi, nouveau membre du conseil communal d'Abomey-Calavi, sera installé dans les prochains jours. Aujourd'hui, 7 novembre 2022, le monde célèbre la journée internationale de l'écrivain africain. Le Bénin, à l'instar du monde, célèbre en 2022 la 29e édition de cette journée. À cette occasion, nous vous proposons un portrait de l'écrivain béninois Jean Plia, élément signé Francis Fahami.
Jean Plia est originaire d'Abomey et était un professeur d'histoire et géographie. Marié et père de 7 enfants, l'homme qui sera bientôt l'auteur de nombreuses œuvres littéraires a commencé ses études supérieures en 1946 au Bénin avant de les poursuivre en Côte d'Ivoire. Ses études supérieures l'amènent à l'université de Dakar puis à l'université de Toulouse. En 1955, Jean Plia obtient sa licence de géographie puis son DES en 1957, année où il passe son CAPES et devient professeur certifié d'histoire et géographie. Jean Plia enseigne l'histoire et la géographie de 1957 à 1969 en France et au Bénin puis au Togo. Jean Plia est assistant de géographie de 1969 à 1972 à l'Université nationale du Bénin. Maître assistant depuis 1976, Jean Plia enseigne la géographie tropicale et économique à l'Université de Niamey au Niger. Ancien recteur de l'Université nationale du Bénin, il a occupé de nombreuses fonctions publiques. Directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale de 1961 à 1963, ministre de l'Information et du Tourisme en 1963, directeur de cabinet du général Soglo, puis député d'Abomey. Jean Plia décède le 14 mai 2015 à Abidjan à l'âge de 83 ans. Mais avant, il laisse derrière lui un riche palmarès rempli de signatures de nombreuses œuvres littéraires. Le cabinet Vital International a consacré sa gestion managériale à Claude Ghislaine Fagbouron du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Kous AC le samedi dernier lors de la 5e édition des Success Story Awards. C'est la 2e distinction reçue par la DECOUS au cours de cette année 2022. Reportage Seton Delarios Adjagbenon et Richcad Torrent. Femme leader, femme d'impact, femme d'action. Claude Ghislaine Fagbouron est à l'honneur. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Kous AC reçoit le prix de meilleur directeur général femme dans le secteur public de l'année 2022 au Success Stories Award. C'est le fruit des efforts de tout le personnel du COSAC. J'ai une pensée spéciale en ce jour à mon ancien directeur adjoint, M. Poimou Dorothée, qui a passé sa transition et qui a également beaucoup contribué au rayonnement du COSAC. Pour la DECOUS, ce prix récompense également les mérites de ses prédécesseurs. Dédicace spéciale à ma ministre, Mme Yahi, qui fut également directrice de course, parce que c'est sur l'ancienne école Pontis Clavelet. Et je dédie ce trophée à toutes les directrices de course qui m'ont précédé. Décernés depuis 5 éditions, les Success Stories Awards célèbrent les acteurs du développement économique dans divers domaines d'activité pour leur contribution au rayonnement du Bénin. Nous pensons que le travail que vous faites, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas quand vous mourrez que les gens diront oh, il a très bien fait, ce monsieur il est bon. Moi je pense qu'on doit supprimer ça et honorer les gens de leur vivant en leur disant vous avez bien fait parce que vous êtes des exemples pour d'autres générations. Tous ceux qui sont ici sont les meilleurs et que vous êtes des exemples pour nous jeunes et que nous allons vous suivre et que demain nous aussi nous aurons de grandes entreprises, nous aurons des grandes choses et on dira on l'a vu mais il l'a fait. Les collaborateurs de la DECOUS révèlent ses qualités. Madame Fagbouron Ghislaine, elle a 2 facettes. C'est en montant la valeur de la télévision que sont aussi les résultats. Et nous sommes vraiment fiers de servir à cette personne. Et avec elle, je pense que le prix gagne notre. Le prix de meilleure directrice générale dans le secteur public est la seconde distinction reçue en 2022 par la DECOUS Fagbouron après celle de Femmes d'Impact. Le vendredi 5 novembre dernier a été célébré le 8e anniversaire de campagne I Belong, entendez J'existe. Une journée de plaidoyer marquée par une caravane et des messages en faveur de l'établissement juridique au profit des apatrides et des personnes à risque. Le récit de la cérémonie avec Carles Kitome. Partie de l'UNAFRICA de Cotonou, cette caravane qui s'ébranle après un arrêt à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP porte la voix des apatrides en quête de statut juridique. Le 8e anniversaire de la campagne I Belong, qui veut dire en français J'existe, une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lancée le 4 novembre 2014.
L'objectif visé par cette initiative est d'éradiquer l'apatridie dans le monde à l'horizon 2024. Cette campagne se fonde sur le postulat que l'apatridie est une menace réelle, mais qui peut être résolue si les gouvernements, les organisations de la société civile, mais aussi les populations s'engagent ensemble et se donnent véritablement la main dans cette lutte. Dans la sous-région ouest africaine, le Bénin, avec l'ANIP et ses partenaires, a adopté une des meilleures politiques pour la régression de l'apatridie. L'ANIP, pas ma voix, et vous avez entendu la voix du gestionnaire mandataire tout à l'heure à l'occasion du plaidoyer, et qui a réaffirmé que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que même à l'hôpital où l'enfant est né, que si les parents veulent, ils peuvent déjà partir avec l'acte de naissance de l'enfant. C'est très important. Ça évite que des parents fassent des allers et retours. D'abord prendre la fiche de naissance, aller dans un centre d'état civil, après on va leur donner des rendez-vous interminables et autres. Non, nous sommes en train de tout faire pour mettre en place un dispositif électronique en place au niveau des formations sanitaires régulièrement habilitées en République du Bénin. À l'occasion du 8e anniversaire de la campagne J'existe, Amnesty International Bénin a déjà distribué des centaines d'actes de naissance aux populations à risque dans plusieurs localités du Bénin. On parle spiritualité à présent. Les blocages que nous rencontrons dans la vie et au quotidien sont liés à plusieurs faits, tout comme le phénomène de succube et de l'incube, communément appelés mari et femme de nuit. Suivons à cet effet Maître Léon Todjino pour en savoir davantage. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Les esprits succubes et incubes, communément appelés femmes et mari de nuit. Ces esprits sont très dangereux si quelqu'un vit sous la pression de cet esprit. Et rien ne peut marcher pour cette personne. Si cela vous arrive, vous devez savoir que vous êtes envoûté et que vous devez chercher à tout bout de champ vous désenvoûter. Et comment se manifestent ces esprits? Si vous êtes une femme vivant sous la pression de cet esprit, c'est-à-dire la sorcellerie a pris le dessus du contrôle de votre vie. La sorcellerie ou une sorcière femme peut se transformer en un homme robuste pour venir tenir du rapport avec toi. Et quel est le but? Soit pour briser une relation que tu entreprends, soit ça peut faire une femme enceinte pour détruire l'enfant qu'elle porte dans ses entrailles, dans ses seins. Si tu es homme, la sorcellerie peut se transformer en une femme que tu connais ou que tu ne connais pas. L'esprit peut prendre le corps d'une inconnue ou quelqu'un qui est connu pour venir te tester, pour venir te terrasser. À la veille d'un entretien d'embauche pour l'emploi, l'esprit peut te visiter juste pour t'introduire la flemme, pour t'introduire la déconcentration, peut t'introduire par là la malchance. Là, tu ne seras pas motivé. Tu ne vas pas impressionner le recruteur. Alors, tu es voué ou on te fait échouer carrément. Ou à la veille d'un examen. Ou quand si c'est un élève, et à la veille des examens ou à la veille des devoirs, elle sent la présence de cet esprit-là et rien ne bouge pour lui. Et ces esprits aussi peuvent dilapider vos commerces, votre économie, votre base sera dénaturée. Donc voilà comment ces types d'envoûtement ou ces esprits se manifestent. Si vous vivez sous le joug de ces esprits-là, sincèrement, on devient lourd après avoir tenu une telle relation nocturne. Voilà un autre paramètre que je ne vais pas oublier. Il y a les femmes ou maris de nuit, cet esprit. Il y a la forme expressive et la forme muette, que nous appelons la forme non expressive. Il y a certaines personnes qui tiennent ces relations intimes nocturnes, qui le ressentent. Ces gens-là, ils ont au moins une chance pour courir, pour se faire désenvoûter. Mais ces esprits sous la forme muette, quand cela t'arrive, tu tiens bien le rapport de nuit, mais tu ne t'en rends pas compte. Ça, c'est encore une forme très,
grave. Maintenant, le troisième type d'envoûtement, nous avons les cauchemars ou les mauvais rêves. Dans le cauchemar, comment ça se matérialise? Dans le rêve, tu peux te voir en train de manger. Ça veut dire que ton âme est utilisée dans un autre monde afin de t'introduire surtout la maladie. Les rêves dans lesquels on mange dans le sommeil, c'est le rêve où on vous introduit la maladie, surtout la maladie incurable, surtout la maladie des maux de ventre, ça peut être l'ulcère, ça peut être et problème du foie et les maux vénériens. Les actualités hors de nos frontières de ce lundi 7 novembre 2022 est un condensé des actualités au Ghana, en Égypte, aux États-Unis, en Iran et en Malaisie. Une réalisation informative de Nansrine Fatoumbi. Au Ghana, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues d'Accra, la capitale, pour dénoncer la dégradation de la situation économique. L'inflation est actuellement estimée à 37% dans le pays. Vêtus pour la plupart de t-shirts rouges et noirs, couleur du deuil au Ghana, les slogans scandés par la foule étaient adressés directement à la classe politique, accusée d'inaction face à la flambée des prix des produits alimentaires et du carburant. Les protestataires réclament la démission du président Nana Akufo-Addo et celle du ministre des Finances accusé de mauvaise gestion de la crise. Restons toujours en Afrique. La 27e conférence climat s'est officiellement ouverte ce dimanche 6 novembre en Égypte, alors que le sommet des chefs d'État se tiendra à compter de ce lundi 7 au mardi 8 novembre 2022. L'ordre du jour était essentiellement technique lors de l'ouverture, puisqu'il s'agissait de définir les points qui seront abordés dans les négociations. Très attendu par les pays vulnérables, la question de l'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes climatiques sera bien à l'agenda officiel pour la première fois. Aux États-Unis, le mardi 8 novembre, les Américains voteront pour les élections de mi-mandat. Ils vont entre autres renouveler la totalité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Des élections qui s'annoncent difficiles pour les démocrates qui pourraient perdre la majorité à la Chambre, même au Sénat. Les élections de mi-mandat en général ne sont pas favorables à l'hôte de la Maison-Blanche. Mais entre une défaite et une déroute, il y a une différence. C'est ce que tente à tout prix d'éviter Joe Biden, Obama et les autres membres du clan. Au Moyen-Orient, la République islamique d'Iran a reconnu pour la première fois avoir fourni des drones à la Fédération russe. C'était avant la guerre en Ukraine fin février. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Il a ajouté qu'il s'agissait de livraison de drones en petit nombre et que l'Iran n'avait pas fourni de missiles à la Russie. En Asie-Pacifique, la Malaisie est entrée en période électorale. 4 blocs politiques commencent à s'affronter pour remporter une majorité au Parlement et le poste du Premier ministre lors des élections générales anticipées pour le 19 novembre prochain. Les prétendants au poste de chef de l'État sont tous des personnages récurrents de la vie politique de la Malaisie depuis plusieurs décennies. Mahathir Mohamad est l'un d'entre eux. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien.